Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va découvrir l'interaction avec les pages web. Comment on va pouvoir modifier les éléments, changer leur classe, modifier leur couleur, modifier leur taille, changer le texte et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment on va faire un petit peu tout ça? Donc pour interagir avec la page, on va accéder à un objet particulier qui est l'objet document. L'objet document nous permet de représenter la page HTML. Donc la page HTML pour un navigateur, c'est globalement un gros arbre qui contient différentes balises, entre guillemets, différents nœuds, et ces différents nœuds vont avoir des propriétés que l'on va pouvoir modifier. Donc pour cet exemple-là, on va avoir besoin de remplir un petit peu notre page. Donc je vais commencer par créer une div et lui donner un ID démo. Et à l'intérieur, je vais créer un paragraphe avec du texte bidon. Et hop, à la fin de ce paragraphe-là, je vais fermer ma div et ensuite créer un autre paragraphe et je vais aussi mettre du texte bidon. Donc globalement, le navigateur, il se dit, bon ben là j'ai un nœud HTML qui a ensuite un nœud enfant head, qui a un nœud meta, qui a des attributs et des valeurs. Ensuite, j'ai un nœud body, j'ai un nœud à div, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le JavaScript, ce qu'il va pouvoir faire, c'est récupérer un nœud et ensuite faire des modifications dessus. Donc pour récupérer un nœud, on a accès à une variable globale, un petit peu de la même manière que Windows, qui est la variable document. Document représente le document HTML, représente toute la page web. À partir de cet objet-là, on va avoir accès à tout un tas de méthodes qui vont nous permettre d'interagir avec la page. Donc encore une fois, l'ensemble de ces méthodes est disponible sur la documentation. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez besoin de plus d'informations. Donc nous, il y a deux choses qui nous intéressent. Récupérer un élément en particulier ou en récupérer plusieurs. Donc pour récupérer un élément, on a accès à deux méthodes. La première, c'est la méthode document.getElementById et en lui passant en paramètre l'ID d'un élément. Par exemple, ici, démo. Si je fais ça, je vois que ça me retourne la div qui a l'ID démo. De la même manière, je peux sélectionner plusieurs éléments en faisant un document.getElements. Alors attention, il y a un S à ce coup-ci. By class name pour récupérer tous les éléments qui ont une certaine classe. Alors là, j'ai pas mis de classe sur mon document, c'est pas très malin. Si je mets une classe, ici classe paragraphe, du coup je dois réactualiser ma page et que je lui demande tous les éléments qui ont la classe paragraphe. Je vois qu'il me retourne un tableau qui contient ici un seul élément qui est mon premier paragraphe. Mais globalement, ça me sélectionnerait tous les éléments qui ont cette classe-là. De la même manière, je peux faire un document.getElements by tag name. Et là, je peux lui passer en paramètre un tag. Par exemple, je veux récupérer tous les éléments qui sont des paragraphes. Et automatiquement, ça me donne un tableau qui a deux entrées, le premier paragraphe et le second. Après, ça fonctionne comme un tableau classique. Si je veux récupérer le premier élément, je fais l'index 0 et je récupère le premier paragraphe. Donc avec les navigateurs modernes, cette manière de sélectionner les éléments est un petit peu limitée. Donc les navigateurs évoluants, ils injectent de nouvelles méthodes. Donc une nouvelle méthode pour sélectionner les éléments, c'est querySelector et querySelectorAll. Donc globalement, ce sont des méthodes qui sont un peu plus génériques. On fait document.querySelector et on lui passe en paramètre non plus un ID ou une classe, mais un sélecteur CSS. Par exemple, si je veux récupérer tous les éléments qui ont la classe paragraphe, je fais .paragraphe. Si je veux récupérer le paragraphe qui est dans démo, je peux utiliser un sélecteur CSS, lui dire je prends l'ID démo et le paragraphe à l'intérieur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc querySelector nous renvoie le premier résultat. Si on fait un querySelectorAll, par exemple, et je dis je sélectionne tous les paragraphes, ça va me donner la même chose que le getElementByTagName. Et là, hop, ça me donne les deux paragraphes. Donc si vous voulez connaître un petit peu quand est-ce que ces nouvelles choses sont apparues, vous pouvez vous rendre sur le site caniuse.com. Globalement, c'est un site où vous pouvez taper dans la recherche quelque chose et il vous dit quand est-ce que ça a été ajouté, quand est-ce que c'est supporté. Donc là, je vois que même Internet Explorer 8 le supporte, mais en revanche, il ne supporte pas tous les sélecteurs CSS. Donc il faudra faire attention à ça. Si jamais vous vous dites, fuck it, Internet Explorer 8, vous pouvez l'utiliser sans souci. Donc voilà comment sélectionner des éléments. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est interagir avec. Donc on peut interagir avec différentes choses. On va d'abord parler des classes. Donc on va créer une balise style et on va mettre deux classes. Une classe pour me coloriser en rouge. On va faire quelque chose de simple pour le moment, et on verra plus tard. Hop. Et une classe blue pour styliser en bleu. Voilà.
Ce que j'ai envie de faire, c'est de coloriser par exemple mon paragraphe ici en bleu. Il faut le réfléchir en HTML classique, c'est rajouter la classe bleue sur ce paragraphe-là. Mais en JavaScript, ça se traduit de la même façon. Je sélectionne mon paragraphe, donc je peux utiliser ici le query selector, paragraphe, point paragraphe. Et sur ce paragraphe-là, je peux récupérer sa classe en faisant class name. Et là, ça me donne paragraphe. Si je veux lui donner maintenant la classe bleue, ben je lui change son class name et je mets que c'est paragraphe. Et ensuite, je lui mets aussi blue. Et maintenant, mon paragraphe a la classe paragraphe blue. Si j'inspecte mon élément, hop, je vois bien que sa propriété classe a changé. Alors pareil, comme avec le query selector, on a maintenant accès à une nouvelle API qui est class list. En revanche, ben, ce n'est pas disponible partout, comme vous le voyez. Donc là, ben, si vous décidez de supporter que les nouveaux navigateurs, ben, vous pouvez l'utiliser. Sinon, ben, vous resterez avec le class name, ce qui est un petit peu chiant. Globalement, avec les nouveaux navigateurs, je vais stocker ça dans une variable parce que ça va être un petit peu chiant de tout le temps l'appeler. Hein. Ben, vous pouvez faire p.classList. Et là, ça vous donne un tableau qui contient les différentes classes. L'avantage, c'est que vous avez sur cet objet classList des méthodes qui vont vous permettre d'interagir avec les classes plus facilement. Donc, si je cherche au niveau de la documentation, moi j'ai pris l'habitude de taper MDN suivi de ce que je cherche. C'est au final plus rapide. Mais il m'explique que cette méthode-là me donne un DOM token list. Donc je peux cliquer dessus pour voir l'ensemble des méthodes qui sont disponibles. Et je vois les méthodes. Donc par exemple contain pour vérifier est-ce que ça a la classe, add pour rajouter une classe, remove pour en supprimer une, replace, toggle. Donc c'est vraiment des choses vraiment sympas à faire. Si vous revenez en arrière, vous voyez qu'on a ce que l'on appelle un shim. Alors un shim ou un polyfill, c'est globalement un bout de code qu'on vous donne qui permet d'implémenter les classes list sur les navigateurs ne le supportant pas. C'est-à-dire que si jamais vous avez Internet Explorer 8 ou 9 qui ne supporte pas les classes list, vous prenez ce code-là, pouf, vous le mettez avant votre code JavaScript, et maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser le class list même sur les navigateurs qui ne le supportent pas. Donc c'est pour ça que c'est plutôt sympa et qu'il ne faut pas hésiter à regarder la documentation. Voilà, après on vous dit que ça ne fonctionne pas sur inférieur à 8, mais inférieur à 8, plus personne ne le supporte aujourd'hui, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, même si vous avez l'intention de travailler pour Internet Explorer 9 et 8 et 10, ben vous pouvez utiliser les classes list avec ce polyfill-là. Donc ceci étant dit, si jamais je veux, par exemple sur mon paragraphe, supprimer la classe bleue, ben je peux faire .ClassList, .remove, et je lui supprime la classe blue. Si je veux lui rajouter la classe rouge, ben je fais .add, red. C'est un petit peu plus simple que de rajouter toutes les classes. De la même manière, si je veux vérifier est-ce que il a la classe red, ben je fais contain. Je crois qu'il y avait un S, contains. Et hop, ça me dit oui, ça contient bien la classe rouge. Si je lui retire la classe rouge et que je lui demande ensuite est-ce que ça contient la classe rouge, ben ça me donnera évidemment false. Voilà, donc ça c'est l'API qui permet d'interagir avec la classe. Donc l'avantage c'est qu'après avec des transitions CSS ou des choses comme ça, vous pouvez faire des trucs animés évidemment. Vous avez aussi la possibilité de modifier le style d'un élément. Donc pour récupérer le style d'un élément, on fait p.style. Donc ça, globalement, ça nous renvoie un CSS Style Declaration. Donc, si vous avez besoin de chercher dans la documentation, vous cherchez ça. Mais globalement, c'est un gros objet qui contient tous les styles qui lui sont appliqués. Donc on voit qu'il y a tout plein de choses. Donc par défaut, tous les styles sont vides. Parce que sur mon élément, évidemment, je n'ai aucun style. Si je veux me modifier par exemple le font size et agrandir la taille de mon texte, ben je peux faire p.style.font-size. Alors attention, en CSS ça s'écrit font-size. En JavaScript c'est du camel case, c'est-à-dire qu'il met une majuscule à chaque nouveau mot. Font size et on met la valeur que l'on veut. Par exemple on peut mettre 20 pixels. Et maintenant, pouf, mon paragraphe est un petit peu plus gros. Si je regarde au niveau de mon inspecteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement rajouté dans la partie style un font size et qu'il a mis 20 pixels. Voilà, c'est plutôt simple. Et vous pouvez modifier comme ça toutes les propriétés que vous voulez. Enfin, si vous voulez modifier un élément HTML, vous pouvez accéder à une propriété qui s'appelle InnerHTML. InnerHTML vous donne le contenu HTML d'un élément. Et ce contenu-là, vous pouvez le modifier. Donc vous pouvez mettre .p.innerHTML. Hop, alors là j'écris n'importe comment. Égale salut les gens.
Et hop, automatiquement, vous modifiez le contenu HTML. Si vous voulez mettre un nouveau paragraphe dedans ou mettre, par exemple, le salut en strong, ben vous mettez ça en strong. Et là, ça affiche salut les gens avec le salut qui est en strong. Alors de la même manière, quand j'ai commencé à taper inner, vous avez vu qu'il y a une autre propriété qui est inner text. Donc inner text vous donne le texte qui est à l'intérieur d'un élément. Alors c'est un petit peu particulier parce que ça fait abstraction de toutes les divs. Vous le voyez ici, ça m'a affiché salut les gens sans montrer la partie strong. Donc ça donne le nœud texte en fait. Si vous le modifiez, si vous faites un p.innerText et que vous mettez la valeur strong salut les gens, cette fois-ci, il se dit non, c'est le nœud qui doit, c'est du texte ici, ce n'est pas du contenu HTML, et du coup, il échappe les caractères. Si j'inspecte mon élément, hop, on voit ici que la partie strong, c'est pas forcément voyant, mais ça a été traduit pour que ça soit échappé. Donc là, de la même façon, il y a une autre façon d'écrire les choses qui est text content. Alors, inner text a été défini, mais pas vraiment implémenté, entre guillemets, par tous les navigateurs, donc c'est un petit bordel. La version officielle, c'est le text content. Mais le problème, c'est que certains navigateurs ne supportent pas le text content, donc on utilise aussi inner text. Donc si vous regardez sur Can I Use et que vous cherchez text content, hop, on se retrouve avec le même problème. Text content n'a pas été défini sur Internet Explorer 8. Si on cherche inner text, donc ça a été défini, entre guillemets, par Internet Explorer, après tout le monde s'est mis à l'adopter, mais il n'y a pas véritablement un standard qui a été écrit. Et on voit que la définition est assez foireuse, ça équivaut à l'élément une fois sélectionné. Donc, si jamais vous avez ce genre de problème, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le contourner. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre des conditions. Si je veux récupérer le contenu de cette partie démo, donc là, je vais ouvrir le app.js. Il faudra que je vérifie, est-ce que c'est défini? Donc, je peux faire var demo égale documents.getElementById. Et ensuite, je vérifie. Si j'ai accès à text content, dans ce cas-là, je modifie directement text content en mettant salut. Si ce n'est pas défini, dans ce cas-là, je modifie avec la méthode non officielle, entre guillemets, non standardisée, et je mets salut. Et beaucoup de choses que vous allez écrire en JavaScript vont se passer comme ça, parce que les navigateurs ne sont pas forcément mis d'accord au moment des implémentations, et on a parfois 10 manières d'écrire la même chose, parce que chacun a voulu faire son truc à sa sauce. Si maintenant je réactualise la page, je vois que ça m'affiche bien salut. Donc après, il y a des librairies tiers qui existent, et on en parlera plus tard, qui permettent d'uniformiser ça, et vous proposer une API plus simple, et d'éviter d'avoir ces conditions à mettre. Donc après, vous pouvez vous amuser. Donc par exemple, ce que l'on peut faire, allez, on va faire un petit truc marrant. On va prendre notre paragraphe ici, et on va lui donner la classe rouge, et l'activer, la désactiver, l'activer, la désactiver. Donc là, on a vu au niveau de la partie class list, c'était juste après, on avait un toggle. Donc toggle nous permet globalement d'ajouter la classe s'il n'est pas déjà ajouté, ou de l'enlever si elle est déjà ajoutée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur les paragraphes, je vais mettre une transition sur la couleur et je vais dire que c'est une transition qui dure 1 seconde. Et après, au niveau de ma partie JS, donc dans mon app.js, je vais sélectionner mon paragraphe. Donc je fais pour cela un var p égale document.querySelector. Je prends mon paragraphe. Donc là, c'est l'élément qui a la classe paragraphe. Et ensuite, je fais un petit timer en faisant un window.setInterval. Et je vais lancer à l'intérieur une fonction qui va tout simplement alterner, mettre la classe, enlever la classe, mettre la classe, et ça toutes les secondes. Donc pour cela, je fais un p.classList.toggle et je lui mets la classe blue. Donc ça va être la classe blue, l'enlever, la mettre, l'enlever, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si j'actualise la page, je vois que mon élément devient bleu, et il s'enlève, il devient bleu, il s'enlève, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai fait comme ça un petit effet de clignotement. Et je peux faire la même chose en mettant un red. Hop. Et maintenant, il clignote en rouge. Si jamais j'ai envie de mettre ça sur tous les paragraphes, je fais un query selector all, je sélectionne alors tous les paragraphes de la page, et par contre, là, il va me falloir faire une petite boucle pour pouvoir récupérer chaque paragraphe les uns après les autres. Le query selector all nous sort une sorte de tableau en fait qui contient l'ensemble des paragraphes. Donc là, on est retourné avec notre fameuse boucle. Donc là, on va plutôt l'appeler P avec un S.
comme P au pluriel. C'est pas terrible, mais bon. Et on est parti. For var i égale 0, i strictement inférieur à ps.length, i++. Je crée une variable p qui est le paragraphe en cours. Voilà. Et ensuite, je peux refaire mon set intervalle. Et là, si vous vous souvenez ce que j'ai dit, il faut faire attention parce que le P ne veut pas forcément dire ce que je pense. Si j'actualise la page, c'est que ce paragraphe-là qui est modifié. On voit qu'il est modifié 2 fois et ça clignote bizarrement. Parce que le paragraphe a changé au fur et à mesure. Donc là, hop, j'utilise ma petite astuce de la fonction qui s'appelle elle-même. Function. Hop. Et j'appelle en lui passant le paragraphe. Et hop, je lui passe le paragraphe. Et à l'intérieur, cette fois-ci, je n'aurai plus de problème de variable globale ou de variable locale. Hop. Et là, hop, je peux même simplifier en mettant PSI directement à cet endroit-là. Hop. Voilà, si je réactualise ma page, maintenant, je vois que mes deux textes clignotent alternativement. Voilà, alors celui-là n'a pas d'effet d'animation, tout simplement parce qu'il n'a pas la classe paragraphe qui, elle, s'occupe des animations. Voilà, si je dis tous les paragraphes maintenant ont cette petite transition sympa, hop. Voilà, ils clignotent maintenant tous les deux en rouge. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer une petite liste. Donc je vais créer un petit UL. Et à l'intérieur, on va mettre des LI. On va l'appeler 1. Et on va dupliquer ce code-là. Hop. Et finir par un UL. Donc maintenant, on va utiliser ces UL pour découvrir comment parcourir un petit peu le DOM. Comment aller d'un élément à un autre. Donc là, je vais créer une variable UL et je vais faire un coup de document.querySelector. Et je vais récupérer l'élément qui a le tag UL. Si je fais un coup de UL, je vois bien que je récupère cette petite liste ordonnée. Donc, on a la possibilité, lorsque l'on récupère un élément, un node element, de récupérer les enfants. Donc pour cela, on a une propriété qui est children. Children nous donne un tableau qui contient l'ensemble des enfants. On a aussi la possibilité, lorsque j'ai fait child, vous l'avez vu, qu'on a child notes. Child notes nous donne un tableau qui est un petit peu plus grand. Alors pourquoi? Parce que pour de l'HTML, les nœuds fonctionnent de la manière suivante. On a ici un nœud texte, c'est-à-dire que ça là, c'est du texte. Donc c'est un nœud pour lui. Ensuite, on a la liste. Ensuite, on a encore un texte et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lorsque j'ai fait ul.children, ça m'a donné seulement les enfants qui sont des éléments. Lorsque j'ai fait child notes, ça me donne tous les nœuds, même les nœuds qui sont des simples nœuds texte. Donc il faut faire attention, il y a une grosse différence à cet endroit-là. Donc de la même façon, j'ai aussi un child element count. Donc lorsque vous avez element, ça veut dire que ça ne va compter que les enfants qui sont des éléments. Donc là notamment, j'ai bien 6 LI. Si je veux récupérer le premier enfant, je fais .firstChild. Si je fais firstChild, ça récupère le premier nœud, mais le premier nœud au sens absolu du terme. Si je veux récupérer le premier élément enfant, là dans ce cas-là, je devrais utiliser firstElementChild. Donc faites attention, ce n'est pas la même chose. Un nœud élément et un nœud de base, c'est pas pareil. Donc de la même façon, vous devinez que vous avez lastElementChild et lastChild. Pas besoin de vous l'expliquer. De la même façon, vous avez la possibilité, comme pour la partie document, de faire appel à querySelector et querySelectorAll et même getElementById directement sur un élément. Si je fais un ul.getElementByTagName et que je lui demande tous les éléments qui ont des LI, ça me récupérera tous les LI. L'avantage par rapport au children, c'est que si j'avais ici un sous-UL avec des sous-LI, ça me les donnerait aussi. De la même façon, vous pouvez utiliser le querySelector. querySelector, et on va récupérer par exemple le troisième LI. Donc l'avantage, c'est qu'ici on peut faire nth-child 3. On peut utiliser des sélecteurs CSS avancés. Et là, ça me donnera le troisième élément. D'ailleurs, hop, je voulais le stocker dans un LI. Donc on fait var LI égale ça. Si je fais LI et que je le sélectionne, hop, on voit bien que ça me donne le troisième élément. Donc, lorsqu'on est sur un élément, on a aussi la possibilité de récupérer les éléments de même niveau. Donc, pour cela, on a accès à deux méthodes. La méthode prevSibling. Donc, previousSibling nous donne le précédent élément avec les nœuds texte en plus. Et previousElementSibling nous donne l'élément précédent. Et je peux comme ça les enchaîner. Hop, 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 hop. Et ça va me donner à chaque fois l'élément précédent. Bon, jusqu'à un certain moment, hop.
Si je reviens un coup en arrière, puis encore un coup en arrière, au bout d'un moment, il va me dire non, ça ne marche plus, parce que si je reviens un coup en arrière, il me trouve le second LI. Si je reviens encore en arrière, hop, il va me donner le premier LI. Mais si je reviens encore en arrière, c'est-à-dire je lui demande le nœud précédent, mais là je vais tomber sur nul, parce qu'il va me dire non, là tu es au bout, et au bout je n'ai pas de nœud précédent. De la même manière, vous avez le Next Element Sibling qui vous permet de récupérer l'élément suivant. Pas très compliqué. Enfin, si vous voulez remonter d'un cran, vous avez le Parent Element. Parent Element vous donne le nœud parent, et Parent Node vous donne le nœud parent. Donc c'est si jamais vous aviez du texte en parent. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de récupérer facilement tous les siblings. C'est-à-dire si ici je veux tous les LI qui sont au même niveau que le LI courant, le seul moyen de le faire, ça serait directement de faire un li.parentElement pour récupérer l'élément parent, .children, et là je récupérerai les enfants. Voilà, et ça me donnerait tous les éléments qui sont au même niveau. Ou je pourrais faire un query selector, ou je pourrais faire d'autres choses. Après, c'est vraiment à vous de vous organiser un petit peu comme vous voulez pour sélectionner des éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant chiffrer mes différents LI et on va voir comment les manipuler, comment les modifier, les supprimer et tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer directement dans mon app.js une variable qui me permettra d'avoir un LI en particulier. Donc on fera un document.querySelector et on va sélectionner le premier LI. Voilà, vu que je n'ai qu'un seul sur la page, c'est plutôt simple. Alors pour supprimer un élément, il faut prendre le parent et utiliser la méthode removeChild. Donc là, en l'occurrence, si je veux supprimer le LI, je prends le parent du LI. Et ensuite, je lui demande d'appeler la méthode removeChild. Et je lui passe en paramètre l'élément à supprimer. Et ici, mon LI. Cette fonction me renvoie l'élément qui a été supprimé. Et ça me donne bien la liste qui a été réordonnée. Si vous voulez rajouter un élément à un autre endroit, par exemple, je vais bouger le LI et le mettre directement dans le body. Alors pour le body d'ailleurs, je ne voulais pas forcément préciser, mais directement dans Document, vous avez body. Document.body vous donne directement le body. Vous n'avez pas besoin de faire un query selector de body. Si je fais un coup de document.body, j'ai ensuite accès à une méthode appendChild et je peux lui passer en paramètre un élément à rajouter. Donc si je fais appendChild LI, ça prend le LI et ça le rajoute au body. Et attention, ça le supprime aussi de l'endroit où ça a été par défaut. Donc en résumé, ça déplace un élément. Si vous vous dites, je ne veux pas le déplacer, par exemple si je fais un li.parentChild.parentElement.appendChild et que je rajoute le li à lui-même, à l'élément parent, ça va le mettre en fin de liste. Si je me dis plutôt, je veux créer un clone, on pourrait être tenté de se dire, je crée une nouvelle variable qui je vais appeler li2, qui sera égale à li. Et cette variable-là, je fais un li.parentElement.appendChild et je lui rajoute mon second li. Et si je regarde, ça fait la même chose. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait que même si je crée une nouvelle variable, ça fera toujours référence à ce même li. Et du coup, peu importe si je crée une nouvelle variable, ces deux variables font appel au même élément. Et du coup, lorsque je fais une modification, c'est ce même élément qui est modifié. Donc ce que je peux faire, c'est cloner un élément. Dans ce cas-là, je ferai var li2 égale li.cloneNode. Dans ce cas-là, ça crée une copie. Si je fais un li2, je vois que j'ai une copie. Par contre, cette copie n'existe nulle part. Et ensuite, cette copie, je peux l'ajouter où je veux. Donc je peux faire par exemple un li.parentNode ou parentElement.appendChild et je lui rajoute le li2. Et là, je vois que j'ai un nouveau li, mais par contre, je n'ai pas le contenu. Je n'ai pas le contenu parce que si je regarde au niveau de la documentation et que je cherche clone_node, le clone_node peut prendre un paramètre profond, c'est pas terrible comme nom, mais ce paramètre permet de dire si on doit aussi copier les enfants. Donc là, si je réactualise la page et que je fais un clone_node mais en lui passant la valeur true, si je regarde li2, maintenant li2 a aussi copié les enfants. Donc si je fais un coup de appendChild li2, voilà, ça crée un clone en copiant aussi les enfants. Et donc je me retrouve avec le même élément qui est copié en dessous. Enfin, si je veux créer un nouveau li, je peux faire un var li2, on va l'appeler, égale document.createElement et je lui passe en paramètre l'élément à créer. Donc là, je mets simplement le nom du tag.
Si je fais li2, je vois que j'ai mon li. Si je veux mettre du texte à l'intérieur, je fais li2.textContent égale, là dans l'occurrence, ça sera 7. Et enfin, je peux rajouter cet élément en faisant un document, en faisant un li.parentNode, appendChild, et je lui rajoute le li2. Et voilà mon nouvel élément. Donc attention, hein, même si maintenant je me dis, ah tiens, je modifierais bien le li2, en modifiant son text content, ben, j'ai toujours une référence à cet élément-là. Donc si je modifie son text content, même s'il a été rajouté, ben, son text content va changer. Enfin, si on veut remplacer un élément par un autre, par exemple je veux remplacer li1 par li2, ben, je peux faire un li.parentElement.replace child. Je lui passe en premier paramètre le nouvel élément. Donc là, on va utiliser li2 et l'ancien élément. Donc je veux qu'à la place de li, j'ai li2. Et maintenant, si j'actualise, li a été supprimé et li2 est venu le remplacer. Donc enfin, dernière petite chose, si je veux prendre le dernier élément et l'insérer avant, ben, ce que je peux faire, c'est utiliser la méthode insertBefore. Donc insertBefore permet d'insérer un élément avant un autre. Donc je vais avoir besoin de récupérer le dernier élément. Donc, je fais pour cela var last document.querySelector. Je récupère le UL et je récupère le last element child. Donc last, hop, ça vaut ce li qui a la valeur 6. Donc là, je peux utiliser le insertBefore. Donc je prends le parent, donc je fais li.parentElement.insertBefore. Je lui passe en premier paramètre le nouvel élément. Donc là, ça va être last. Et je lui dis avant quoi il doit l'ajouter, avant mon li. Et si j'actualise, et si je soumets, automatiquement, ça met le 6 avant le 1. Alors par contre, et c'est un petit peu con, je vous l'avouerai, mais il n'existe pas de méthode insertAfter. Vous ne pouvez pas insérer un élément après un autre élément, c'est pas possible. Après, il suffit tout simplement de contourner le problème. C'est-à-dire que si vous voulez insérer un élément après celui-là, ben vous prenez le next sibling qui vous donne l'élément suivant et vous faites un insert before. Et ça fonctionne de la même façon. C'est pas si problématique que ça. Si vous voulez insérer un élément en bout, ben il vous suffit d'utiliser le appendChild. Donc c'est pas si débile que ça n'existe pas. Après, libre à vous, si ça vous gêne tant que ça, ben de créer une fonction qui permet de remplacer le insertAfter. Donc on ne va pas faire d'exercice sur ce petit chapitre-là parce qu'on va voir dans le chapitre suivant la notion d'événement et ensuite on verra des exemples plus concrets. Là, tel quel, manipuler des éléments juste pour manipuler des éléments, c'est pas véritablement intéressant. Donc dans le prochain chapitre, nous allons voir les événements. Comment détecter lorsque l'on clique sur un élément ou lorsque l'on fait une opération particulière. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.